Le séminaire porte aujourd'hui sur l'espéranto, l'espéranto, une langue commune pour la gauche de demain. Nous écouterons donc en premier lieu Tabata Fabri, donc qui est... Oui, c'est le contraire. Voilà, donc on vous écoute. Effectivement. Donc on écoutera la conférence de Tabata Fabri, donc qui est historienne et qui est diplômée donc ici du master en histoire de l'ULB et qui a consacré donc son mémoire à l'internationalisme et la langue internationale espéranto. Donc elle a étudié tout particulièrement l'espéranto dans les mouvements espérantistes d'extrême gauche à Bruxelles de 1904 à 1972. Voilà, c'est un mémoire qu'elle a écrit sous la direction de Nicolas Verschuren et actuellement elle est doctorante à l'école des hautes études en sciences sociales, donc le HESS à Paris, où elle va donc poursuivre pour un doctorat ses recherches sur l'espérantisme de gauche, mais en élargissant donc son domaine, le cadre géographique plutôt de ses études. Et donc avant l'exposé de Tabata Fabri, nous aurons le plaisir et l'honneur d'entendre Christine Tidgat, donc qui va introduire cette séance et qui donc elle est philologue en langue germanique et slave, qui a enseigné, vous me direz si je me trompe, mais selon donc, les informations que j'ai trouvées, donc l'allemand et la traduction et l'interprétation donc, à la Vrije Universiteit Bruxelles, donc la VUB, au département de linguistique appliquée, et ce jusqu'en 2018, mais elle n'est pas retraitée, elle n'est pas inactive pour autant, puisqu'elle préside, non, vous ne présidez plus, mais vous rectifierez, mais en tout cas, elle est active à la Fédération belge de l'espéranto. Voilà, donc je vais laisser la parole à Madame Tidgat pour une dizaine de minutes, pour une introduction dizaine de minutes, puis Tabata Fabri nous présentera son exposé, et ensuite, une quarantaine de minutes, et ensuite vous aurez évidemment la possibilité d'échanger avec nos intervenantes. Merci en tout cas pour d'être venues, toutes les deux. Oui, voilà, vous écoutez. Oui. Mesdames et messieurs, chers amis, on m'a proposé de parler de l'espéranto en milieu académique. L'espéranto est une langue planifiée, internationale et neutre. Elle est enseignée et étudiée dans les universités du monde entier. Et dans cette introduction, je voudrais vous citer quelques exemples européens. En tant que linguiste, je suis moi-même active au sein de la Société d'interlinguistique qui est basée en Allemagne. Sa présidente est la professeure Madame Sabine Fiedler de l'Université de Leipzig. Chaque année, des professeurs d'université se réunissent à Berlin pour étudier différentes langues planifiées, dont l'espéranto est la plus populaire langue à ce jour. À l'Université de Leipzig, les étudiants peuvent choisir un module d'interlinguistique comme option. À l'Université Adam Mickiewicz de Poznań en Pologne, il y avait même pendant longtemps un programme de 3e cycle en études d'espéranto dirigé par la professeure Ilona Kutnisch. À l'Université de Séville, en Espagne, il existe un groupe d'espéranto coordonné par le professeur Vicente Manzano Arondo. Et enfin, à l'Université d'Amsterdam, une chaire a été créée en 1997 pour la recherche et l'enseignement de l'interlinguistique avec une attention spéciale pour la théorie et la pratique des langues planifiées, ainsi que pour la langue et la culture de l'espéranto. Et depuis 2014, la chaire est dirigée par le professeur Federico Gobbo. L'espéranto en tant que domaine interdisciplinaire d'innovation transnationale est le thème d'un nouveau programme Erasmus+,
dans lequel 8 universités sont impliquées. Le coordinateur est l'Université de Tours en France, qui a développé le programme en collaboration avec l'Université de Séville en Espagne. Et d'autres partenaires sont l'Université de Bamberg, Allemagne, Parma, Italie, Amsterdam, Pays-Bas, Istanbul, Turquie, et Gand, Belgique, et Bucarest, en Roumanie. Le cours veut donner les étudiants une introduction dans la langue espéranto et son domaine d'études. On examine le rôle de l'espéranto dans le monde moderne et sa contribution à la communication internationale. Le projet repose sur le constat que le phénomène de l'espéranto présente de nombreux aspects. Comme c'est un moyen de communication. Aussi la pratique et l'histoire de la langue. Une société interculturelle, une expérience sociale et la production littéraire et des questions philosophiques et autres aspects. Le séminaire vise à soulever la question des langues planifiées et de la justice linguistique. Et le programme se compose de 2 parties, un cours de langue et des cours d'introduction comme l'espéranto dans le monde de la linguistique. L'espéranto comme objet d'étude historique construit. La sociolinguistique de l'espéranto, la géographie de l'espéranto, le contexte philosophique des langues planifiées. En général, les professeurs espérantistes dans les universités donnent régulièrement des conférences et organisent des colloques sur la discrimination linguistique, les langues planifiées et l'espéranto dans les universités où ils enseignent. J'ai moi-même enseigné au département de linguistique appliquée de la VUB, vous venez de l'entendre, jusqu'à ma retraite en 2020. Et le 21 février 2020, j'ai organisé un séminaire d'une journée sur l'interlinguistique et les langues planifiées à la VUB. Le professeur Dr Federico Gobbo d'Amsterdam a prononcé le discours d'ouverture qui était suivi d'un cours d'espéranto. 60 étudiants et enseignants de la VUB ont participé au séminaire. Et pour cette activité, nous avons reçu le soutien actif du groupe espérantiste local de Bruxelles. Le 19 mars de la même année 2020, j'ai souhaité soutenir l'initiative Année des langues et identités de l'ULB avec d'autres espérantistes. Nous étions en contact avec Madame Eleanor Miller, linguiste et responsable de la mission Année des langues et identités, ainsi qu'avec la professeure Laura Calabrese, toutes 2 affiliées à l'ULB. L'intention était d'organiser une conférence avec débat sur le thème « Encourager le multilinguisme », suivi d'un cours d'espéranto, et le lancement du premier café espéranto. Malheureusement, cet événement n'a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie. Enfin, le 15 février 2023, un groupe espéranto a été fondé par des étudiants de la ULB et de la VUB appelé Klubo. Chez nous, a été fondé à la VUB. Ses objectifs sont les suivants. Ils veulent diffuser l'espéranto dans les 2 universités. Ils veulent organiser des cours intensifs, y compris en dehors de l'université, sensibiliser aux problèmes linguistiques et aux droits linguistiques, un sujet intéressant dans une ville multilingue comme Bruxelles, et organiser des cantus ou des soirées chantantes comme le font les étudiants. Ça, c'est
mon introduction. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter Madame Tabata Fabri, qui a récemment défendu son mémoire sur l'espéranto et qui vous parlera de l'histoire de l'espéranto, notamment au XXe siècle. Tabata, vous avez la parole. Je vais commencer par présenter le plan de ma conférence. Je commencerai par vous présenter l'espéranto, car j'imagine que vous n'êtes pas tous familiers avec toute l'histoire de l'espéranto, donc je vais commencer par un petit rappel historique. Puis je vous parlerai de l'expérience qui était une communauté anarchiste espérantiste à Bruxelles. Ensuite de l'association de gauche SAT et de sa correspondance avec les groupes soviétiques espérantistes. Enfin, de la reconstruction du mouvement espérantiste après la Seconde Guerre mondiale. Et puis une conclusion et un débat. L'espéranto, c'est d'abord une langue qui a été fondée par une seule personne. C'est pour ça qu'on appelle ça une langue artificielle ou planifiée. À la base, elle s'appelle la langue internationale du Doctoro Esperanto. C'est de là que vient le nom Esperanto. C'était Zamenhof, le créateur d'Espéranto, qui se surnommait le docteur qui espère, et de là a découlé le nom de la langue. Il a publié son projet avec la Unua Libro, qui était un manuel d'Espéranto, en 1887. Mais il avait déjà eu des idées de projet, avec notamment un projet qui s'appelait la Lingua Universala. L'idée d'appuyer sur ce point, c'est que l'espéranto se veut langue internationale et pas langue universelle. La différence étant qu'une langue universelle, ça serait une langue qui viendrait à remplacer toutes les langues du monde entier, qu'on parlerait tous et toutes au quotidien, on n'aurait plus d'autres langues maternelles, tandis qu'une langue internationale vient uniquement comme langue auxiliaire dans des situations où plusieurs personnes qui doivent se rencontrer ne parlent aucune autre langue commune. Si par exemple aujourd'hui un francophone voyage en Allemagne et rencontre un Allemand qui ne parle pas le français et que le francophone ne parle pas l'allemand non plus, ils vont aujourd'hui beaucoup passer par l'anglais. L'espéranto avait cette ambition de devenir la langue de passage, la langue auxiliaire entre deux personnes qui ne pourraient pas se communiquer autrement. Et l'espéranto a été conçu à la fin du XIXe siècle, à un moment où on n'avait pas une langue internationale qui fonctionnait dans tous les milieux. En Europe, on avait plusieurs langues qui avaient ce rôle de langue auxiliaire, mais qui changeaient en fonction des contextes. Parfois le français, parfois l'anglais, parfois l'allemand, parfois le russe dans l'Empire tsariste. L'Empire tsariste où a été fondé l'espéranto, puisque Zamenhof vivait à ce moment-là à Varsovie. Mais on n'avait pas une langue internationale. Zamenhof n'a pas fait que créer la langue, il a aussi développé une philosophie qui n'a pas toujours retenti dans le mouvement espérantiste dans son entièreté, mais qui reste importante. Au début, il a développé une philosophie qu'on appelle l'hillélisme, qui tire son nom de Hillel l'Ancien, un philosophe juif de l'Antiquité. Et donc c'était une philosophie qui avait pour but de renouveler la religion juive, mais aussi d'avoir une plus grande fraternité entre les hommes. Et il a continué à développer sa philosophie en la changeant de nom et en la sortant de son contexte juif avec le moranisme, qu'on pourrait traduire par le fait d'être un membre de l'humanité ou par la fraternité entre les hommes, avec toujours cette idée de casser les frontières, casser les limites entre les nations, casser ce qui empêche aux gens de communiquer les uns avec les autres, mais aussi de créer une sorte de religion mondiale qui conviendrait à tout un chacun. Il a aussi continué à développer ses idées, notamment dans la lettre aux diplomates, qui est une lettre ouverte parue en 1915, pendant la Première Guerre mondiale, où il propose, de façon similaire au 14 points de Wilson, mais déjà avant, de renouveler la diplomatie dans le monde, surtout en Europe, avec notamment des pays qui ne porteraient plus le nom d'une nation et qui auraient des limites qui ne conviendraient plus seulement à un seul peuple, mais qui pourraient être intégrées différentes personnes de diverses nations et donc casser cette limite à nouveau entre les nations. Le mouvement espérantiste, il grandit assez rapidement et il commence à s'organiser. La première grande marque de l'organisation du mouvement espérantiste, c'est le premier congrès universel. C'est pas la première réunion internationale d'espérantisme, mais c'est la première
de grande importance qui se tient à Boulogne-sur-Mer en 1905 et qui rassemble plusieurs centaines d'espérantistes. Et Zamenhof va y faire une déclaration en 5 points, mais le premier et le plus essentiel, c'est qu'il considère que l'espéranto ne doit pas interférer avec les langues nationales, que c'est un projet qui est neutre et privé, et qui, en soi, ne doit proposer aucun autre projet politique que ceux que les gens veulent y adhérer. Mais l'espéranto ne veut pas en soi donc proposer le projet politique que propose lui-même Zamenhof, mais donc il institue donc l'espéranto comme mouvement neutre avec cette déclaration. Le mouvement neutre continue à s'organiser avec la création de l'Universala Esperanta Asocio, l'association universelle d'espéranto, UEA, fondée en 1908, qui a pour but de rassembler les espérantistes du monde entier, et qui va le faire d'une façon neutre en ne souhaitant propager aucune idéologie politique. Cette vision de la neutralité va changer après la Seconde Guerre mondiale, mais en tout cas en 1905 on est dans une association qui se veut détachée des revendications des mouvements de gauche et qui se veut assez neutre, à l'exception des projets politiques visant à renforcer l'institutionnalisation de l'espéranto. Mais l'espéranto n'est pas une langue que neutre, c'est aussi une langue qui va se rapprocher des mouvements politiques de gauche, plutôt les mouvements politiques de gauche qui vont se rapprocher de l'espéranto. Un des premiers exemples est Lev Tolstoï, qui est un anarchiste bien connu, qui est devenu espérantiste en 1889 et qui a contribué à la propagation de l'espéranto dans l'Empire russe et au journal, un des premiers journaux espérantistes, l'Esperantisto. Plus proche de l'expérience, on a Xinshi, qui est un journal édité par des anarchistes chinois exilés à Paris, le groupe de Paris. Ce journal est un journal publié principalement en chinois, mais avec, on peut le voir ici, un sous-titre en espéranto, et avec des thématiques qui touchent à l'espéranto. Le sous-titre en espéranto étant la Novaj Tempoj, les deux pouvant se traduire par les temps nouveaux ou le siècle nouveau, puisqu'il y a eu aussi un moment un sous-titre en français qui a été une fois les temps nouveaux, une fois le siècle nouveau. Mais l'anarchisme se développe également dans les milieux qui ne se revendiquent pas toujours anarchistes, notamment les groupes ouvriers espérantistes qui émergent à partir de 1903, d'abord à Stockholm puis ensuite dans le reste de l'Europe, mais également des groupes qui vont se revendiquer prolétaires, tout en propageant des idées anarchistes telles que l'Internacia Associo Pazzo Libereso, l'association internationale Paix-Liberté, qui se revendique donc libertaire, mais qui va publier plusieurs pamphlets anarchistes et dans laquelle on va retrouver plusieurs anarchistes espérantistes tels que Charles-Ange Lézan, qui a publié en français sur l'espéranto, mais également Émile Chapelier. Émile Chapelier est un anarchiste actif depuis les années 1890, qui a contribué à plusieurs journaux, notamment l'Insurgé. Dans la fin de sa vie, étonnamment, se tournera plutôt vers le POB, tout en restant proche de l'anarcho-syndicalisme. Et il va contribuer fortement à l'espéranto, notamment avec ce pamphlet, Les libertaires et la langue internationale espéranto, qui est un pamphlet dans lequel il présente l'utilité de l'espéranto pour le mouvement anarchiste. Il va chercher à convaincre les anarchistes d'adhérer au projet espérantiste. Il ne commence pas directement par dire que les anarchistes doivent adopter l'espéranto, il commence par présenter l'utilité d'une langue internationale pour les anarchistes en disant qu'aujourd'hui, en 1904, on a des moyens de communication matérielle, tels que le télégraphe, mais aussi les chemins de fer, qui rendent possible et facile
la communication entre les anarchistes du monde entier, mais on n'a pas encore une langue qui va leur permettre de communiquer entre eux. Il dit assez rapidement, il ne développe pas dans ce livre-là vraiment pourquoi une langue artificielle, mais il va éliminer une par une toutes les autres langues artificielles telles que le volapük, la langue bleue, le volap, et donc présenter l'utilité de l'espéranto. On a également une autre personne centrale dans cette expérience qui est Eugène Gaspard Marin, dit Gassi, qui lui vient d'un milieu plus aisé. Il est fils de peintre et il va commencer à s'intéresser aux idées anarchistes, notamment en lisant Tolstoï, et va rencontrer Émile Chapelier, et ensemble ils vont contribuer à la fondation de cette communauté anarchiste, l'Expérience. L'Expérience est donc une communauté anarchiste, dite une colonie communiste libertaire, dans laquelle les anarchistes vont faire plutôt de la propagande par l'exemple, plutôt que de la propagande par les faits, et avoir une vie commune en faisant de l'agriculture, en essayant d'être autonomes et indépendants sur tous les milieux. Ils vont se consacrer aux travaux manuels dans les champs, aux objets, mais aussi on voit ici de peinture. Ils vont vendre des assiettes peintes, mais ils vont également vendre ces cartes postales. Donc ces cartes postales sont éditées par la communauté elle-même. Donc on peut imaginer que ce sont des mises en scène choisies. C'est pas un reportage photographique, c'est bien une mise en scène où on les voit. On les voit notamment ici, ils contribuent énormément à la publication de journaux, surtout les journaux du groupe communiste libertaire qui a contribué à leur fondation. Mais ils donnent aussi des cours d'espéranto. Ici on voit Émile Chapelier qui donne un cours d'espéranto. Ce qu'on peut lire sur le tableau ici, c'est en espéranto: la vérité vous libérera et la liberté vous rendra bon. Ce qui pour moi est une phrase toute porteuse de l'idée anarchiste propagée dans la communauté. Mais la communauté ne fait pas que utiliser l'espéranto en interne, elle va aussi contribuer à la propagation de l'espéranto, notamment au Congrès international anarchiste d'Amsterdam de 1907, où Eugène Gaspard Marin et Émile Chapelier vont préparer une communication sur l'espéranto, qui va être soutenue par certains anarchistes comme Enrico Malatesta. Pour des raisons de programme, il semblerait que la communication n'ait pas eu lieu, mais il reste ce pamphlet, Les anarchistes et la langue internationale espéranto. Alors, je vous ai montré il y a quelques minutes le pamphlet de Chapelier, Les libertaires et la langue internationale espéranto. Le titre est très similaire, surtout tenant compte du fait que Chapelier utilise libertaire et anarchiste comme des synonymes. Et en fait, le contenu des deux ouvrages est aussi très similaire. Ce sont deux ouvrages qui cherchent à convaincre les anarchistes de l'utilité du mouvement espérantiste. La particularité de celui-ci est que Chapelier et Marin vont davantage développer sur pourquoi est-ce que la langue internationale pour les anarchistes ne peut pas être une autre langue que l'espéranto. Pourquoi ça ne peut pas être une langue moderne actuelle, telle que le français ou l'anglais, parce que cela créerait trop de conflits entre les personnes parlant ces langues, mais également pourquoi ça ne pourrait pas être une langue antique telle que le latin, parce qu'à nouveau ça créerait trop de conflits entre les personnes parlant des langues romanes et les personnes parlant des langues germaniques ou slaves. Et là, je mets un point d'attention sur le fait que Chapelier et Marin font attention à l'ensemble de l'Europe, mais pas du tout au reste du monde parlant des langues autres que les langues européennes. Donc on voit assez rapidement les limites de cet exposé.
Cependant, leur exposé a tout de même convaincu certains groupes anarchistes en France, en Argentine, qui ont commencé à proposer des cours d'espéranto à la suite de cette présentation et proposer que le prochain congrès anarchiste, international anarchiste se fasse en espéranto. Ce qui n'a pas eu lieu, mais tout de même, on voit que le projet a reçu une certaine écoute et que l'expérience a eu un retentissement, a fait retentir l'espéranto dans le mouvement anarchiste de manière globale. Donc pour l'avant-première guerre mondiale, entre 1904 et 1910, on est dans un mouvement espérantiste de gauche qui est très marqué par l'anarchisme. À partir de l'après-première guerre mondiale, de l'entre-deux-guerres, on va être dans un mouvement qui va changer tout doucement de nuances de bord politique avec SAT. SAT est l'association anationale mondiale, la Sjednocenza Societut Monda, qui est fondée à Prague lors d'un congrès universel, lors du congrès universel, parce que les congrès universels ont lieu chaque année et réunissent chaque année plusieurs centaines d'espérantistes. Donc celui de Prague en 1921. SAT se revendique comme une association culturelle et pas comme un mouvement politique. Pourquoi ? Premièrement, car SAT réunit des personnes venant de tous bords politiques de la gauche, autant des anarchistes que des communistes et même certains sociodémocrates. Donc choisir entre un de ces bords politiques ne serait pas possible pour l'association. Et ce qui a également été relevé par un ancien président de SAT, Petro Lévy, que j'ai interviewé, c'est que si SAT avait été un parti, alors cela aurait fait blocage, concurrence avec les autres partis des différents pays dans lesquels habitent les membres de SAT, puisqu'on ne peut pas être membre de plusieurs partis en même temps. Ainsi, SAT combine les différents mouvements des gauches, et pas d'une gauche, mais de toutes les gauches, dans un groupe qui se veut culturel, une réflexion d'idées, un mouvement. Cependant, les mouvements de gauche, les idéologies de gauche restent primordiales pour eux. Ils ont même un slogan révolutionnaire avant d'être espérantiste qui montre la primauté de ces idées. Cette association, pour moi, elle est particulièrement intéressante car ils vont proposer un nouveau concept, l'anationalisme, qui va dépasser l'internationalisme et l'antinationalisme déjà propagés dans les différents autres groupes espérantistes. L'anationalisme, c'est une traduction du terme en espéranto, Sjednocenza. J'ai mis des traits, donc l'espéranto c'est une langue agglutinante, donc on rajoute des suffixes et des préfixes pour rajouter du sens au mot, mais pour bien comprendre un mot, on doit le redécouper, ce que j'ai fait ici. Donc Sjednocenza, c'est sans nationalisme, c'est donc un rejet du nationalisme, mais ça c'est déjà ce qui est conceptualisé par l'antinationalisme, mais c'est même un rejet de la nation. L'idée étant, pour les anationalistes, que la nation est un concept qui pour eux est flou. Parfois, on définit la nation en fonction d'un État, parfois en fonction d'une langue, d'une culture, d'une religion, d'une ethnie. Et donc pour les anationalistes, si on ne peut pas définir un critère qui marcherait pour le monde entier, pour toutes les nations du monde, il vaut mieux se défaire de ce concept, pour éviter les confusions de limites. L'autre problème relevé par le concept de nation étant que quand on commence à définir qui dans un État est membre de la nation, de cet État-nation, on commence à avoir du favoritisme pour certains citoyens de cet État et un rejet des autres. Mais ça, c'est déjà ce qui est conceptualisé dans l'antinationalisme. Et donc on a bien un concept qui va aller plus loin, qui plutôt que rejeter le simple nationalisme, va rejeter tout simplement le concept de nation.
Alors vers quoi on va? Là ça dépend de si les membres de SAT sont plutôt, les anationalistes sont plutôt anarchistes ou communistes. Est-ce qu'on va plutôt vers un État mondial? Est-ce qu'on va plutôt dans des États qui ne correspondent pas aux frontières des nations? Ou est-ce qu'on va plutôt dans une société sans État? Là ce n'est pas vraiment défini par SAT et ça reste pour chacun des anationalistes une définition différente. Je précise ici que SAT est une association anationale et pas une association anationaliste. Et que donc que l'entièreté des membres de SAT ne sont pas tous anationalistes. Et donc il est assez difficile de quantifier combien il y a vraiment d'anationalistes dans le mouvement espérantiste. Une des figures principales de SAT et un de ses fondateurs, Eugène Adam dit Lanty. Lanty car il était connu pour s'opposer à absolument tout, donc les francophones l'ont surnommé Lanty. Bon exemple de SAT, c'est un ancien anarchiste devenu communiste avec la révolution bolchevique en 1917 et qui a adhéré à la section française de l'Internationale communiste en 1920. Il a appris l'espéranto pendant la Première Guerre mondiale alors qu'il était ambulancier. Et il se fait lui-même, pas surnommé, mais il signe ses livres du nom de Senatsi Ulo, qu'on pourrait traduire par l'apatride, mais moi je trouve qu'une meilleure traduction qui se rapproche plus du mot en espéranto, c'est celui qui n'a pas de nation. Il développe l'idéologie de SAT dans plusieurs ouvrages, mais un de ceux qui pour moi définit le mieux SAT est For la neutralismon, à bas le neutralisme, qui est un ouvrage de 1922 dans lequel il va présenter l'association SAT, comment elle fonctionne, comment SAT va reposer sur ses membres et pas sur une organisation pyramidale par pays. Donc UEA fonctionnait par pays. On adhérait à la fédération bruxelloise d'espéranto, qui adhérait à la fédération belge d'espéranto, qui adhère à UEA. Alors que chez SAT, on adhère directement à UEA, et après on adhère directement à SAT, et dans SAT, on a plusieurs groupes plusieurs fractions en fonction de ses affinités politiques. On a des groupes anarchistes, communistes. Aujourd'hui, on a encore des groupes féministes, végétariens, écologistes, etc. L'autre point central de cet ouvrage, c'est le rejet du neutralisme, c'est ce qui est dans le titre. Donc, c'est à partir de ce moment-là que SAT va vouloir arrêter de collaborer avec les associations neutres, va se revendiquer pleinement de gauche et va rejeter les associations dites neutres qui ne veulent pas propager d'idées politiques, mais ainsi ne défendent pas les valeurs défendues par les mouvements espérantistes de gauche, tels que l'internationalisme, le nationalisme, mais aussi le rejet du capitalisme et les autres valeurs propagées. SAT va fortement interagir avec l'association soviétique d'espéranto, SOEU, qui est une association également fondée en 1921, qui va fortement suivre le régime bolchevique et qui va développer une correspondance entre les espérantistes soviétiques et les espérantistes des pays capitalistes. Correspondance qui va être appuyée par SOEU, appuyée par le régime et même dictée dans le sens où on va donner des thèmes établis, des thèmes des thèmes dont on va parler et des questions, comment répondre à certaines questions dérangeantes. Donc par exemple les thématiques, on va parler de l'anniversaire de la révolution bolchevique, on va parler de fêter l'armée rouge, on va parler des conditions de vie des travailleurs, des conditions de travail, du salaire, et on va préparer les réponses aux questions dérangeantes, telles que qu'est-il devenu de Trotsky?
et tout un tas d'autres thématiques pour lesquelles le régime communiste cherche à avoir une réponse déjà préparée. Cette correspondance, elle va être l'activité phare de l'association espérantiste soviétique et même une des activités principales de SAT. Donc tant Soeu que SAT vont commencer à proposer des adressaros, des annuaires, qui vont diffuser les listes d'adresses des espérantistes qui cherchent à communiquer, qui cherchent à correspondre avec d'autres personnes. C'est ainsi que moi, dans mon mémoire, j'ai dépouillé les archives d'Alfred van Gersum, qui était un espérantiste bruxellois, communiste, qui a échangé une centaine de lettres avec l'URSS. On peut voir ici donc un timbre de Soeu et une des lettres qui est signée par plusieurs dizaines de personnes. On la voit pas bien. On la voit bien. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Oui. Donc, signée par plusieurs dizaines de personnes parce que cette correspondance, elle était publique. En fait, c'était une correspondance écrite en public du côté soviétique, parfois de manière privée, mais très souvent en public. Donc, plusieurs personnes vont ensemble rédiger une lettre et la signer ensemble. Les réponses vont être lues en public et vont même être publiées dans les revues espérantistes. Donc cette correspondance, elle avait notamment déjà été étudiée par Ulrich Linz, mais la spécificité des archives de Van Gersum, qui n'avaient pas été étudiées avant, c'est que on est sur des lettres qui n'ont pas été publiées. Donc toute l'étude qui avait déjà été faite des correspondances avant se limitait aux lettres publiées. Ici, j'ai travaillé sur les lettres qui n'étaient pas publiées et qui donc pourraient montrer une autre version de cette correspondance, peut-être collant moins aux volontés du régime. Mais ce que j'ai observé, c'est qu'il y a tout autant de souhaits de coller au discours soviétique, de coller au discours officiel. Une des personnes avec qui va échanger Alfred van Gersum est Vladimir Varankin, qui est le numéro 2 de l'espéranto en Union soviétique et qui est surtout la personne qui va militer le plus pour la correspondance. Il va énormément correspondre, il va lancer un groupe de correspondance dans sa ville où il habite, qui est Tver, et il va inciter les autres espérantistes à correspondre. Ce qui est pour lui le meilleur moyen d'avoir des échanges entre les ouvriers, entre les blocs capitalistes et l'Union soviétique. C'est aussi un écrivain qui écrit plusieurs livres sur l'espéranto et des romans. Mais à la fin des années 30, on a le régime stalinien qui va se tourner contre l'espéranto, qui pourtant servait énormément le régime en lui faisant une propagande servie sur un plateau, mais pourtant le régime va se tourner contre l'espéranto, interdire la correspondance, fortement limiter les associations espérantistes et mettre en prison et exécuter certains de ses membres, comme Vladimir Varankin. Cette mise de côté de l'espéranto en Union soviétique, elle n'est pas sans rappeler la mise de côté encore plus forte qui a été faite par le régime hitlérien. À partir de 1933, on a une limitation vers une interdiction de l'espéranto en Allemagne. Et donc ce qui nous amène pendant la Seconde Guerre mondiale, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, à une limitation très forte de l'espéranto et des mouvements qui sont fortement mis à mal, qui vont être interdits, qui vont exister un peu dans la clandestinité, mais globalement on n'a plus de réunions officielles de groupes espérantistes. Ce qui nous amène à l'après-Seconde Guerre mondiale, une période de reconstruction face à cette mise à mal, mais aussi une reconstruction qui va se faire en concurrence des grands vainqueurs de la guerre qui vont pouvoir propager leur langue victorieuse. Donc on a une croissance très forte de l'anglais et du russe
dans de nombreux pays. Donc l'espéranto va être fortement mis à mal. Cette mise à mal de l'espéranto va amener à sa neutralisation de plus en plus forte. Donc autant pendant l'entre-deux-guerres, SAT était la deuxième association espérantiste et on avait presque une moitié des espérantistes qui étaient membres de SAT et qui propageaient les idées de gauche. Après la Seconde Guerre mondiale, on a les associations neutres qui vont chapeauter les associations espérantistes de gauche. C'est notamment le cas à Bruxelles avec l'Esperanto Comitato Intergrupa, ECI, qui est un comité intergroupe d'espéranto. Donc là, c'est une supra-association qui va chapeauter une dizaine d'autres associations, des associations qui sont tant engagées, soit des groupements d'ouvriers, soit engagées à gauche, et des associations plutôt neutres. Du côté des associations neutres, on a donc je commence à droite, on a la Ligue belge Espéranto, l'Institut flamand d'Espéranto et son groupe de jeunesse Nous sommes le futur, le Centre pour l'Espéranto, le commerce et l'industrie, pour Espéranto dans le commerce, l'industrie et le tourisme. Et du côté des associations dites engagées, on a le groupe Nova Vojo des conducteurs de tram. On a la Fédération espérantiste du travail, l'Association espérantiste syndicaliste mondiale, SAT, qui est toujours présent, et son pendant francophone SAT Amicaro, la Ligue belge, la Ligue espérantiste l'association espérantiste des travailleurs espérantistes belgiques, pardon, les Amis de la Nature et même dont je parlerai un peu plus après. Après Seconde Guerre mondiale espérantiste, je l'ai étudiée à travers les archives de Jean Koen que j'ai eu l'occasion de dépouiller au Monaneum. Donc j'ai fait un bénévolat de 3 semaines au Monaneum où j'ai pu inventorier ces archives. Il y avait environ 6 à 8 caisses d'archives, pas encore ouvertes. Et donc c'est depuis ce point de vue de Jean Koen, qui était un espérantiste assez actif, mais pas forcément très connu. Parce que j'ai également fait des interviews, il n'était pas très connu par les personnes que j'interviewais, mais qui était membre de 6 associations, même SAT, la Ligue, l'association des travailleurs espérantistes belges, le Centre pour le commerce et l'industrie, les Amis de la Nature et ce comité intergroupe espérantiste. Une des associations les plus fortes de cette après-Seconde Guerre mondiale, avec SAT, c'est même Manpatsa Esperantista Movado, le mouvement espérantiste pour la paix mondiale. Alors de prime abord, ça n'a pas l'air d'une association de gauche, elle se revendique comme neutre, mais on va voir que c'est une association qui va se fonder contre les guerres, mais contre certaines guerres. Donc même s'oppose à la guerre, ce qu'ils appellent la guerre états-unienne au Vietnam, la guerre d'Israël contre les pays arabes, mais pas contre les guerres qu'ils appellent de libération, telles que la guerre d'indépendance d'Algérie ou la guerre civile espagnole. Et ils vont fortement dénoncer l'impérialisme états-unien, sans jamais dénoncer l'impérialisme soviétique. Donc on est sur une association qui va suivre très fortement à nouveau les grandes lignes directrices du communisme soviétique. Même est actif en Belgique, notamment auprès du Comité national pour la défense du Vietnam, mais également ici aux marches anti-atomiques. En fait, donc ici, on a des membres de MEM qui tiennent une banderole sur laquelle on peut lire La Manpasa Esperantista Movado Esas contra la Nucleai Armeloi. Le mouvement espérantiste pour la paix mondiale est contre les armes nucléaires, les armes atomiques.
Et on peut voir les espérantistes qui défilent lors de cette marche. C'était des grands mouvements populaires de manifestation qui étaient assez ouverts au public. J'ai notamment eu l'occasion d'interviewer Katia Löder, qui est la nièce d'Edmund Löder, qui est la personne qu'on voit ici à l'avant dans la marche. Edmund Löder qui a repris la présidence de même après que Jean Koun l'ait abandonné en 1972 et qui a elle-même participé dans sa jeunesse à ces marches. L'espéranto après la Seconde Guerre mondiale est donc toujours fortement ancré à gauche, mais fortement chapeauté par l'association universelle d'espéranto, qui est une association qui se revendique neutre, même va essayer de collaborer avec UEA. Parfois ça va marcher et puis parfois ils vont arrêter la collaboration. Tandis que UEA va s'ancrer dans une neutralité plus active, une neutralité qui va inclure de propager certaines valeurs de gauche telles que l'internationalisme et le pacifisme, qui vont commencer à être partagées par l'ensemble du mouvement espérantiste et plus uniquement par les mouvements espérantistes de gauche. J'en arrive à la conclusion, il me reste combien de temps ? Sur là, 5 minutes, c'est parfait. Donc, les grandes conclusions que j'en tire, c'est une grande alliance des mouvements de gauche, tant au sein de SAT, mais encore après. Des mouvements de gauche qui ne se revendiquent pas toujours en tant que tels, qui ne se définissent pas toujours. En général, ils se définissent comme anticapitalistes. J'ai pris ici en illustration un livre pour apprendre l'espéranto de la Fédération espérantiste ouvrière, où on peut lire « Vainqueur de la confusion des langues, l'espéranto sera la tour de Babel qui nous conduira jusqu'au monstre tout-puissant ». Et on peut voir des ouvriers qui grimpent la tour espéranto pour aller vaincre le monstre capitalisme. Une autre constante est l'internationalisme, qui va se décliner sous plusieurs formes, de plus en plus poussées conceptuellement, de plus en plus radicales. Donc on a un internationalisme, un antinationalisme, mais aussi un anationalisme qui vont être fortement présents dans le mouvement espérantiste de gauche. Et pour parler de l'espéranto après 1972, donc, je vais commencer par rappeler que les espérantistes ont cet objectif d'arriver à ce qu'ils appellent une victoire finale, donc, ce qui n'est pas une annihilation de toutes les autres langues, simplement que l'espéranto soit utilisé par tous, que tout le monde connaisse l'espéranto et puisse l'utiliser comme deuxième langue, comme langue auxiliaire. Ces personnes-là, on les appelle les Finnvänkistoid, les partisans de la victoire finale. À partir de 1980, enfin, déjà avant, mais ça commence à être établi à partir de 1980, on a une centaine de jeunes espérantistes qui vont signer le manifeste de Roma, du nom d'une ville où s'est tenu le congrès des jeunes espérantistes en 1980, où ils cherchent à se définir comme mouvement culturel indépendant, qui ne cherche plus à grandir. Ils considèrent que l'espéranto, cette victoire finale de l'espéranto n'est ni atteignable ni souhaitable, et que l'espéranto existe bien en tant que mouvement culturel indépendant, en tant que mouvement culturel diasporique, ce que moi j'appellerais, ils se reconnaissent en tant que minorité linguistique et ne cherchent plus à grandir. Cette distinction entre espérantistes neutres et non neutres qu'avait faite Lanty commence à s'effacer. Les deux mouvements collaborent fortement ensemble. SAT est présent aujourd'hui au congrès organisé par UEA et très peu de membres refusent la collaboration entre les deux types d'associations. On pourra en parler pendant le débat, mais il est intéressant aujourd'hui de questionner la place de l'espéranto à une époque où de nombreuses langues telles que l'anglais sont aujourd'hui parlées par une grande partie, je dirais pas une majorité, mais une grande partie de l'humanité. Une grande partie, donc les langues coloniales européennes, mais on a aussi d'autres langues auxiliaires
qui émergent de plus en plus, qui ne sont pas nouvelles, mais qui émergent de plus en plus, telles que le chinois, l'arabe ou le swahili. Et on pourrait questionner les échanges qu'a l'espéranto avec les autres mouvements de contestation de l'impérialisme, que sont par exemple l'anticolonialisme ou l'altermondialisme. J'avais prévu de parler de 2 opportunités sur l'espéranto pour les étudiants, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'étudiants dans cette salle. Voilà. Si vous souhaitez participer au cours présenté par Christine, c'est ouvert jusqu'à samedi. Mais je vais continuer sur la question ouverte pour le débat. J'en propose, enfin c'est une seule question mais dérivée en 2. Est-ce que l'espéranto peut être une nouvelle langue pour la gauche de demain? Ça c'est pas une nouveauté, c'est dans le titre. Mais plus précisément, est-ce que l'espéranto peut amener à une contre-hégémonie linguistique, contribuant à la contre-hégémonie culturelle pour lutter contre l'impérialisme? Je n'ai pas de réponse à ces questions, mais je serais heureuse d'entendre votre avis lors du débat. Merci beaucoup Tabata pour cet exposé. Merci à vous. On peut lancer le débat, mais on peut aussi peut-être faire un moment juste de questions-réponses peut-être un petit peu factuelles, s'il y a des questions par rapport à l'exposé. Oui. Merci pour la présentation. La première, c'est sur cette distinction entre Findenkiste et minorité linguistique. Quelle est la situation aujourd'hui dans le mouvement espérantiste? Et deuxièmement, quelle est la mouvance de la SAT aujourd'hui? Alors, pour la première question, je dirais que c'est difficile à dire. Moi, je dirais moitié-moitié, mais on pourrait être sur un 30%, 70%. Les deux sont encore bien présents dans le mouvement espérantiste, mais je n'ai jamais vraiment vu d'études qui auraient comparé des statistiques pour étudier les deux. Moi, en tant que participante au mouvement espérantiste, j'ai entendu les deux. Pour la présence de SAT aujourd'hui, alors j'ai eu l'occasion de participer au congrès de SAT cet été. Honnêtement, il n'y a plus beaucoup de membres. On était une vingtaine de personnes, 25 à participer au congrès, contre entre 1000 et 2000 qui participent au congrès d'UEA. Donc on est sur un mouvement fortement affaibli, mais c'est à nouveau difficile à quantifier. Il y a plusieurs centaines de membres de SAT aujourd'hui, mais ça reste un mouvement qui diminue. SAT aujourd'hui est dérivé dans plusieurs associations de langue nationale. Donc on a SAT Amicaro dans les mouvements francophones, SAT Amicaro étant les amis de SAT. On a SAT en Espagne, on a SAT au Royaume-Uni, on a SAT en Allemagne. Donc SAT continue à exister, mais je dirais n'a plus cette prééminence sur le mouvement espérantiste de gauche comme ça l'était aujourd'hui. Et donc c'est un mouvement qui existe toujours, mais le mouvement neutre aujourd'hui, le mouvement organisé par UEA et le mouvement des associations neutres nationales est aujourd'hui beaucoup plus fort contre beaucoup plus de membres. Voilà. Donc j'ai 2 petites remarques sur les détails. Vous avez appelé Tolstoï anarchisme, mais c'est peut-être une interprétation très plausible de ses idées, mais grand jamais, il ne s'est défini comme ça. Il n'avait aucun rapport, aucun lien avec des groupements anarchiques, ni avec des partisans de Bakounine ou de Kropotkin. C'était un tout autre monde. Donc il était anarchiste peut-être, selon nous, dans ses pensées, mais politiquement, rien à voir. Et l'autre, j'ai noté qu'il y avait des communistes dans la SAT au début de toute façon. Oui. Je n'en doute pas, mais ça m'étonne un peu, puisque les communistes, ceux qui suivaient les communistes soviétiques, Lénine et tout ça, donc jamais ils n'étaient pas, même antinationalistes peut-être, mais
en fait, les bolcheviks se comprenaient comme de meilleurs nationalistes russes. C'est plein, dans l'héritage de Lénine, plein de textes où on dit nous bolcheviks, nous sommes de vrais héritiers de tout ce qui est de meilleur dans les traditions nationales russes. Donc, un nationalisme, ça c'était exclu, c'était même impensable. On s'imaginait la Russie communiste, mais surtout dans les frontières de l'époque tsariste. Si c'est possible, ce n'était pas toujours possible, mais c'était une idée. Donc, de toute façon, je ne peux m'imaginer que les communistes soviétiques ou soviétophiles auraient participé en grand nombre à la SAT. Puisque ça... Alors, pour répondre d'abord rapidement sur Tolstoï, je ne suis pas la plus grande experte de Tolstoï, mais je l'ai quand même lu catégorisé comme anarchiste par plusieurs historiens. Peut-être que ça... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, dans ses idées, on peut les nommer anarchistes. Oui. Mais lui, il n'était pas, dans le sens politique, Oui. il ne l'était Et certainement aussi, pas. je pense qu'il y a beaucoup d'anarchistes qui ne se définissaient pas toujours comme anarchistes. C'est pas un mouvement qui a une... Carte d'adhésion. Oui, c'est ça. Peut-être une petite C'est une précision référence. que dans ses idées, Oui. il peut être nommé Oui, je anarchiste, comprends. ça c'est vrai. Alors pour la deuxième question, il y a plusieurs points. Je dirais qu'une des choses qui a... Je vais essayer d'organiser les idées. Donc déjà, SAT n'est pas en tant que telle une organisation anationaliste. C'est une association dans laquelle se trouve l'anationalisme, mais on peut être membre de SAT sans être nationaliste. Donc, c'est pas incompatible d'être nationaliste bolchevique et d'adhérer à Ou SAT. peut-être vous parlez des communistes qui participaient à la SAT, qui n'étaient pas justement ni soviétiques, ni... Au moment où il y a eu la correspondance entre Soweto et SAT, on avait une idée de la révolution qui devait s'internationaliser. Donc on avait certes un mouvement nationaliste, mais l'idée est... En fait, on avait je crois une coexistence du nationalisme et de l'internationalisme. Parce que l'internationalisme n'est pas forcément antinationaliste. On peut être internationaliste et nationaliste. Oui, c'est ça, c'était le cas. Et justement, c'est une des choses qui a contribué à la diminution de l'espéranto, c'est au moment où le communisme bolchevique a arrêté de vouloir s'exporter dans le monde entier. On a arrêté de souhaiter la révolution mondiale, mais plutôt se concentrer sur la révolution dans un seul pays. Donc c'est une des choses qui a contribué à la diminution de l'espéranto en Union soviétique. Et une des choses, je ne l'ai pas précisé ici, mais un des exemples que j'ai lus, c'était que on glorifiait l'armée rouge tout en disant oui, mais on est international parce que l'armée rouge, en fait, c'est pas une armée nationale, c'est une armée internationale qui est là pour servir les prolétaires du monde entier. C'est dans le monde qu'on le disait ça, mais en Russie, on a vu des choses Mais autrement. moi, c'est ce que Dès le début. dans Dès les le archives début. que j'ai lu Varankin qui disait que l'armée rouge était là pour servir le monde entier et donc ce n'était pas C'est le monde nationaliste entier qui le pensait. que de défendre l'armée rouge. Moi j'avais une petite question, parce que tu as beaucoup parlé des anarchistes et puis là, voilà, des communistes. Au niveau du Parti ouvrier belge, enfin, si tu as travaillé spécifiquement sur la Belgique, est-ce que là aussi il y avait un écho par rapport à l'espérantisme ou c'était vraiment complètement... Parce que bon, le Parti ouvrier belge a été parmi les partis les plus nationalistes aussi pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, chauviniste. Mais du coup, quelle était la réception au niveau des Eh bien, socialistes? là, c'est une des limites de mon mémoire que je compte combler dans la thèse, c'est que je m'étais concentrée dans le mouvement espérantiste de gauche, mais pas sur la réception de l'espéranto par les mouvements de gauche. Donc j'ai pas étudié ce point en particulier, même si on voit que certains espérantistes, comme Émile Chapelier, se sont tournés vers le POB. Donc, d'une certaine manière, c'était au moins toléré, mais après, on parle de
quelques personnes, pas de l'ensemble Oui, de parce qu'il y a POD. aussi Henri Fuchs, c'est Oui. la carrière après, ça, Donc, qui vient aussi des milieux anarchistes, Mhm. qui vont vers le POD, effectivement. Donc malheureusement, c'est une question que je n'ai Bon, pas bah, développée, auquel je n'ai pas une de alternative. réponse, mais j'aimerais bien y répondre. Et Euh, je me permets juste de dire qu'on a ici des actes, des textes qui font suite à un colloque qu'on a organisé en quelle année, Anne? Il y a 100 ans. Il y a 100 ans, autour de Victor Serge, et qui donc, dans lequel il y a des textes qui concernent Sur les anarchistes. voilà, sur les anarchistes en Belgique, l'expérience, etc. Donc pour ceux qui sont intéressés, puisque Victor Serge a fréquenté ces milieux. Voilà. Et donc c'est un peu les fonds de stock, on le fait à 5 € si jamais vous êtes intéressés. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Et encore une autre parenthèse, parce que Anne Morelli m'a transmis le lien. Il y a une émission aussi pour l'instant qui est diffusée sur Ovio, Oui, dans Un jour dans l'histoire. en effet. Je ne sais pas si tu as envie d'en dire un mot, parce que c'était la thématique, c'était le mouvement espérantiste Tout à et le mouvement de la paix, en fait. Oui. Et là, on voit que même des moments où moi j'ai l'impression où tu dis que c'est pas politisé, il y a quand même cette question du pacifisme, qui on sait est un mouvement qui parfois dépasse les cadres des partis Oui. et des partisaneries politiques. Mais voilà, donc là c'était vraiment l'attachement de ce mouvement à cette question de la paix. Mais voilà, si tu as envie d'en En dire fait, un mot. J'ai écouté cette émission. Je pense qu'elle est plus large que mon propos ici aujourd'hui, donc je ne peux pas. C'était sur la France Oui, aussi, oui, c'est hein, ça. précisé. Oui, c'était l'archiviste d'Archives nationales de France. Évidemment, l'internationalisme et le pacifisme ne sont pas partagés que par les mouvements de gauche, mais ce n'était pas appuyé de manière institutionnelle par les organisations neutres comme OEA avant Ivo Lapenna, en fait, les années 70. C'était certes une thématique récurrente, mais il n'y avait pas cette direction générale du mouvement espérantiste neutre vers le pacifisme. L'idée étant que les mouvements neutres cherchaient vraiment à faire de l'espéranto pour faire de l'espéranto, là où les mouvements de gauche voient l'espéranto comme un outil, comme un tremplin vers les idéologies que sont l'internationalisme dérivé, le pacifisme et l'anticapitalisme. Tandis que les mouvements neutres vont certes propager le pacifisme, mais oui, ça ne pas de manière aussi organisée. Est-ce qu'il y avait un mouvement espérantiste spécifiquement syndical? Parce que tantôt on a sursauté en entendant que les tramwaymen étaient espérantistes, parce que c'était naturellement le bastion des syndicats de gauche. Oui. Oui, il me semble Avec même la maison des tramways. Il me semble, mais c'est un souvenir lointain, il me semble même qu'il y avait des rubriques en espéranto dans la presse syndicale. Alors, on a plusieurs organisations, notamment ici SEAT, Sindicata Esperantista Sociotutmonda, qui est en fait la section espérantiste de la Fédération syndicale mondiale, qui a existé quelques années dans l'après-guerre. On a la Fédération espérantiste ouvrière, qui se dénommait telle pendant l'entre-deux-guerres, et qui s'est transformée en Fédération espérantiste du travail pendant l'après-seconde guerre mondiale, qui était aussi une association d'ouvriers, qui était très forte à Bruxelles. Mais ici, je n'ai pas trouvé d'autres documents, malheureusement, dans les archives, que leur manuel d'espéranto. Donc je ne pourrais pas beaucoup étayer sur leurs activités. Il faudrait voir la presse. Oui, c'est à nouveau une des choses que j'ai prévu de faire dans la thèse. Et il y a plusieurs associations espérantistes ouvrières
En Europe, à Stockholm, en République tchèque, en Angleterre. Mais à nouveau, comme elles n'étaient pas en Belgique, je n'ai pas accentué vraiment mon mémoire là-dessus. Et j'ai parlé ici des réceptions positives au Congrès international anarchiste d'Amsterdam. Il y a aussi eu des réceptions négatives qui ont critiqué cela. Ouais. Cela dit, au Congrès d'Amsterdam, en fait, c'est les Belges qui portent la question, ou il y en a d'autres, ou c'est vraiment les Belges qui mettent la question? Moi, j'ai trouvé que Châtelier Marin ayant porté, soutenu par Malatesta et quelques autres personnes, mais comme première personne, en tout cas, j'ai vu que leur communication portant sur l'espéranto. Mais en même temps, la même année, au congrès, donc quelques semaines avant ou après, mais le même été, il y a aussi une communication au congrès international socialiste de Stuttgart, j'oublie son nom, d'un autre socialiste espérantiste, dont le nom Belge ou français. Je crois que vous pouviez aussi répondre à la question, est-ce qu'aujourd'hui, avec la géolocalisation, on ne peut pas trouver très facilement à Shanghai quelqu'un qui parle l'espéranto? Il n'y a pas de comment? Oui. Oui. Alors, oui. Oui, il y a des... Sur les réseaux sociaux, il y a des applications faites pour se retrouver entre espérantistes. Il y a un gestionnaire d'événements, Eventa Servo, qui reprend des événements espérantistes du monde entier. Donc quand on voyage, on peut taper le nom de la ville et voir s'il y a une réunion d'espérantistes qui est organisée. Oui, via les réseaux sociaux ou via certaines applications, on peut directement, via la géolocalisation, en tapant le nom d'une ville, chercher des espérantistes dans tous les pays. Ou alors, donc il y a des congrès qui sont organisés chaque année, et au congrès, on peut rencontrer des personnes habitant de partout dans le monde. Et moi, j'ai eu cette expérience de rencontrer des gens au congrès, et quand par après, je voyageais seule à travers l'Europe, de retrouver ces personnes dans la ville où elles habitaient. Et vous pensez que c'est l'espéranto qui a encore une chance par rapport à l'instant? Ah, ça, c'est le débat. Vous savez, moi je crois qu'il n'y a pas de langue qui est pour toujours. Les Grecs ont pensé que ce serait la langue pour toujours du bassin méditerranéen, puis il y a eu le latin. Le latin a duré quelques siècles. Et puis au XVIIIe siècle, c'était le français. Et puis au XIXe siècle, la langue de la science, c'est vraiment l'allemand. Et puis, ben oui, ça change. Donc on ne sait pas. C'est impossible d'imaginer si ce sera demain l'espéranto, ou le chinois, ou l'arabe, ou le swahili. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je dirais que j'essaye de ne pas trop avoir d'avis là-dessus. J'aime bien parler l'espéranto parce que je trouve ça essentiel quand on l'étudie, de parler, pour lire les documents, mais aussi pour comprendre le mouvement de l'intérieur. Et puis j'avoue que j'ai trouvé un grand plaisir à me faire énormément d'amis au sein du mouvement espérantiste. Maintenant, est-ce que c'est plausible? Je ne saurais pas le dire, mais pour moi, je ferais plutôt partie des personnes qui considèrent que ce n'est pas forcément souhaitable. Moi, j'aime le mouvement espérantiste en tant que mouvement minoritaire. J'aime bien que l'avantage, comme on disait, quand aujourd'hui on peut chercher les espérantistes dans une ville, et ce simple fait d'être espérantiste suffit à aller vers cette personne. On n'a pas besoin d'autres raisons pour aller vers les gens. C'est une grande manière de créer des liens entre les personnes. Et dans le fond, si tout le monde parlerait l'espéranto, on ne pourrait plus aller chez quelqu'un et lui dire « Ah, parce qu'on parle espéranto, viens, on va ensemble ». Est-ce que c'est plausible? Ça, je ne sais pas. Je pense que je suis habilitée à donner des analyses sur le passé, mais sur le futur, c'est pas mon domaine, peut-être. J'ai certaines personnes
j'ai entendu certains arguments, certaines personnes qui disaient ah avec la montée du chinois, peut-être que toutes les personnes qui parlent des langues européennes pour qui le chinois est une langue absolument compliquée vont s'y refuser et se mettre à apprendre l'espéranto parce que c'est plus simple. Donc ça je ne sais pas, il y a des arguments de tous les côtés. Oui, allez-y. Allez-y d'abord. C'était juste pour On rebondir, a le temps. peut-être. Moi, je pense, en tout cas, si la distinction entre l'espéranto et une autre langue étatique, c'est que l'espéranto, je vois mal avoir l'espéranto avoir un moyen de soft power qui permettrait justement de vraiment rendre l'espéranto dominant pour une raison stratégique, là où l'anglais, par exemple, ou le chinois, ça peut être par des raisons politiques ou géopolitiques, en tout cas, que cette langue s'introduit et s'amène. Donc je pense pas que l'espéranto puisse avoir le moyen ou même la volonté de dominer le monde linguistique mondial. Voilà. Oui, ça a force et sa faiblesse en même temps. Moi je suis espérantiste, j'ai appris à 13 ans l'espéranto et donc je pratique. Mais il faut, je pense que c'est important l'introduction quand même. Les gens qui ne sont pas membres du mouvement espérantiste ne se rendent pas compte de la richesse et du développement du mouvement. Donc, on a participé cette année, le congrès était à Prague avec plus de 3000 participants, enfin 2000 et quelques participants. Et l'année précédente, le congrès avait lieu pour la première fois, et ça répond à une des questions, à Arusha en Tanzanie. Et c'était à Arusha la première fois en Afrique depuis l'existence. Et c'était un congrès où il y avait autant d'Africains que de non-Africains, et beaucoup de jeunes qui apprenaient, et que pour le continent africain, tous les travaux universitaires, donc il y a un bouquin de présentation universitaire, étaient traduits en espéranto, en espéranto, en anglais et en swahili. Et l'espéranto ne va pas remplacer l'anglais ou le chinois ou l'arabe. Mais les espérantistes ont une communauté qui vit, qui se développe au niveau artistique. Il y a tout l'échange de théâtre, de littérature originale et traduite qui permettent de comprendre l'autre en direct et sans intermédiaire. Et le thème du congrès était l'intelligence artificielle et comment, au niveau universitaire, nous nous adaptons, puisqu'on a maintenant des traducteurs automatiques vers l'espéranto. Alors, pour répondre à une des questions du mouvement ouvrier, moi j'ai fait toute ma carrière pour le service international de la Centrale Générale FGTB et pour les comités d'entreprise européens. L'organisation neutre UEA est organisée par pays, mais la structure du comité de direction est aussi par faculté. Et dans ces facultés, vous avez les catholiques, les anarchistes, les athées, mais aussi les ferroïstoi, les chemins de ferristes, les aveugles, les groupements du textile, etc. Et donc, au niveau syndical, il y a des échanges entre les cheminots du monde entier qui continuent à publier une revue tous les trimestres et à se réunir à chaque congrès. Il y a la même chose avec d'autres métiers, les instituteurs, les médecins qui font des choses. Donc,
Et maintenant, évidemment, avec l'outil Internet, ça veut dire que directement, ça permet de prendre contact. Moi, par exemple, dès qu'il y a eu l'invasion par les Russes, j'ai pris contact avec des espérantistes russes pour essayer de savoir comment eux percevaient le mouvement. Et ça permet évidemment de bypasser tous les filtres de traduction, etc., dans la mesure où c'est possible. Et notamment, j'ai lu 3 livres d'un journaliste finlandais qui avait fait travailler à Moscou et qui a expliqué l'invasion de la Crimée, et qui a expliqué les ennemis de Poutine, et qui a expliqué... Et le fait de prendre connaissance directement de ça. Quand il y a eu Fukushima, j'ai tout de suite écrit un espérantiste au Japon. Comment vous vivez? Et du coup, c'est parce que bon, c'est un autre contact, c'est une relation directe, on ne passe pas par un interprète, quoi. Mais dans l'Union européenne, on est dans une situation absurde, puisque l'anglais n'est la langue de personne, sauf des Irlandais, la moitié de l'Irlande. C'est la langue de personne. L'Angleterre n'est pas dans l'Union européenne, et on a gardé ça. Et moi, je dirais pour les Africains, puisqu'on a parlé de ça tout à l'heure, c'est vrai que c'est une langue d'origine européenne, mais elle n'est pas liée directement à une puissance coloniale, alors que le français est une puissance coloniale, le portugais est une puissance coloniale, l'anglais aussi. Donc c'est moins haïssable, je dirais, que les langues des puissances. Les locuteurs du Swahili ont des facilités, donc ils apprennent avec leur structure de langue. Ils rentrent beaucoup plus facilement, semble-t-il, dans l'espéranto que d'autres peuples. Et le temps qu'ils ont besoin pour apprendre correspond à peu près à ce que les Italiens ont besoin. Et les Italiens, c'est ceux qui ont besoin du moins de temps pour apprendre. Je crois que tous les points qui ont été soulevés sont des points pertinents. Il y a le problème que l'espéranto est inspiré de plusieurs langues. Donc on dit souvent que ça sonne comme le français, ça sonne comme les langues romanes. Mais en fait, c'est une langue qui est inspirée autant des langues romanes, germaniques et slaves. Par exemple, il suffit de... Enfin, j'ai pas montré beaucoup de phrases en espéranto, mais l'alphabet se lit comme l'alphabet slave. On a le C se prononce S, comme dans les alphabets slaves. On a beaucoup de... La grammaire ressemble plus à une grammaire germanique, mais bon, ça reste une langue européenne, et même indo-européenne, uniquement, ce qui est une des limites. L'argument de l'espéranto pour l'Union européenne est un argument très très souvent présenté. Et il y a aujourd'hui des gens, j'en ai pas parlé, mais qui essayent de remondialiser l'espéranto en y introduisant des mots d'autres langues, de l'arabe par exemple. Et j'ai également un ami qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui a lancé un projet d'autres alphabets pour l'espéranto, dans son idée étant que pour ne plus avoir cette facilité pour les gens qui... cet avantage pour les gens qui parlent déjà une langue s'écrivant dans l'alphabet latin, et donc ils proposent un autre alphabet propre à l'espéranto pour que tout le monde soit à un niveau à peu près égal. C'est un projet, je ne dis pas que c'est le bon projet, mais en tout cas il y a des propositions à ce niveau-là. Alors, une chose qu'on dit souvent aussi contre l'espéranto, c'est de dire que c'est une langue construite, c'est une langue qui n'a pas de racines. Et il faut réfléchir à toutes les langues qui ont été remaniées au XIXe siècle et au début du XXe, et qui n'avaient guère de praticiens. L'hébreu, pour commencer, l'hébreu moderne,
il n'y avait personne qui le parlait. Les gens savaient parfois lire un texte en hébreu, mais ils ne parlaient pas l'hébreu, ils parlaient soit le ladino, soit le yiddish. Le roumain a été reconstruit avec des mots latins, en évacuant des mots slaves, etc. Donc, c'est une construction, mais comme d'autres langues. Le grec moderne ou l'indonésien, Voilà. pour donner encore d'autres exemples. Il y a énormément de langues dans le monde qui sont des langues artificielles. Et de ce que j'ai compris par rapport à l'espéranto, c'est que l'espéranto n'a pas la volonté d'écraser une autre langue, mais d'être uniquement une langue véhiculaire de rapprochement, de discussion, mais pas de remplacer des langues autochtones, ce qui n'est pas le cas des langues impérialistes, on va dire, où finalement on écrase, comme ici en Belgique, hein, le français a écrasé les dialectes, enfin comme partout en fait. Et j'en parle pas ici Écraser en même temps des cultures. J'en parle pas ici en détail, mais aujourd'hui, un des objectifs du mouvement espérantiste, et c'était notamment un des objectifs de Klubo, le cercle des jeunes espérantistes de l'ULB et de la VUB, mais l'objectif qui est très global dans le mouvement espérantiste, tant neutre qu'à gauche aujourd'hui, c'est de voir l'espéranto comme tremplin pour les langues minoritaires, tant au sein du mouvement espérantiste, donner cette occasion aux langues minoritaires de se présenter et d'avoir un accueil pour se présenter. Mais aussi l'idée étant que si on adoptait l'espéranto dans le monde entier, alors il n'y aurait plus un besoin si fort d'utiliser les langues coloniales, les langues des anciennes colonies, des anciennes métropoles dans les anciennes colonies, pour avoir une communication avec l'administration d'un État, par exemple. Si cette administration se faisait en espéranto, vu que l'espéranto demande moins de temps, je ne sais pas si c'est possible ce que j'ai fait. Vu que l'espéranto demande moins de temps à être apprise, par exemple dans un pays où l'ancienne métropole étant le Royaume-Uni, l'éducation se fait en anglais parce qu'il y a ce besoin de communiquer avec l'administration en anglais. Si l'administration se faisait dans une langue plus facile, on pourrait laisser plus de temps à l'éducation dans la langue maternelle locale et moins de pression sur ce besoin d'apprendre la langue de l'ancienne métropole, toujours utilisée par l'administration. Dans l'émission Un jour dans l'histoire, j'apprenais, parce que bon, je ne connais pas et vous confirmerez si c'est vrai ou pas, mais qu'il y a seulement 16 règles de grammaire dans l'espéranto, ce qui est quand même... Mais du coup, moi je me demandais aussi s'il n'y a pas une dimension prolétaire, enfin voilà, vu en tout cas l'éducation avant 14, ben, l'enseignement n'est même pas obligatoire, l'enseignement primaire n'est même pas obligatoire, donc est-ce qu'il n'y a pas quand même une dimension aussi justement ouvrière? Et en regardant juste dans mes petits documents que j'ai sur mon ordinateur et on travaille sur la période de l'entre-deux-guerres, je vois qu'il y a une fédération ouvrière espérantiste à l'époque aussi, enfin, donc on voit que le mouvement ouvrier, enfin, il y a quelque chose de l'ordre aussi de l'éducation populaire, ouvrière, enfin, d'un accès à une langue internationale. Alors, Zamaina François n'a pas pensé à l'enseignement envers les ouvriers, par contre, il a pensé à l'enseignement envers les personnes qu'il voyait dans son quotidien, des personnes qui n'avaient pas forcément accès à l'éducation supérieure. Donc évidemment, ça reste plus facile quand on a une éducation plus poussée, au plus de langues qu'on connaît, au plus facile ça reste d'apprendre plus de langues, mais c'est accessible à toute personne qui a une éducation. Je dirais que c'est assez nécessaire de savoir lire et écrire dans sa langue maternelle, mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de connaissances prérequises pour apprendre l'espéranto. Il y a 16 règles de grammaire, dépendant évidemment du niveau d'éducation de la personne, de ses connaissances en linguistique, mais je dirais qu'on peut expliquer toute la grammaire en 5 minutes, qu'on la maîtrise au bout d'une heure ou deux, et que le vocabulaire s'apprend 2 à 3 fois plus vite que d'une autre langue, parce qu'il y a ce système de préfixe et suffixe qui permet de couper très rapidement le nombre de mots à apprendre. En plus, quand on parle des langues européennes, il y a beaucoup de similitudes avec l'espéranto, donc en soi, l'espéranto s'apprend très rapidement. Moi personnellement, entre quand j'ai commencé à l'apprendre et ma participation au premier congrès où j'ai commencé à parler espéranto toute la journée, il y a eu 6 mois entre les deux. 6 mois. Et donc ça va très très vite d'apprendre l'espéranto et c'est accessible à toute personne qui a une éducation
assez, De base. assez de base. Oui, c'est ça. Pas Pour le universitaire chinois, pour la... pour le chinois, il faut compter que c'est très difficile les 8 premières années. C'est ça. Mais justement, j'ai entendu que si le chinois ne s'imposait pas comme langue, c'est parce qu'effectivement c'est trop compliqué comme langue internationale. C'est l'anglais qui s'oppose, puisque le chinois, même les chinois parlent anglais, c'est difficile. Oui, mais les Chinois, mais pas tous, et on sous-estime énormément le nombre de scientifiques ou de gens qui peuvent faire un apport à l'humanité et qui sont bloqués par le fait qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais, qui devient absolument tout le temps nécessaire. Et donc, il faut encore dire que par rapport au problème chinois, c'est que donc, il y a un Wikipédia en espéranto où il y a autant d'entrées et d'articles qui viennent du monde entier, hein, du Japon, de Corée, d'Amérique du Sud, et d'Europe et des États-Unis, que Wikipédia dans des petites langues comme le danois ou le luxembourgeois ou le néerlandais. Donc, il y a une ouverture et une culture de partout. Ça, c'est une chose. Et ça donne un contact différent. Et alors, c'est reconnu par l'UNESCO comme un outil culturel. On est reconnu à l'ONU. Et le bulletin de l'UNESCO, qui est traduit en arabe, en chinois, en français, en anglais, est aussi traduit en espéranto. Et ceux qui financent la version chinoise du bulletin de l'UNESCO, ce sont les Chinois. Lorsque les Américains ont dit « nous, on ne paye plus », les Chinois ont dit « nous, on paye pour la version du bulletin de l'UNESCO en espéranto ». Donc au niveau de l'utilisation d'une langue, et alors ce qui m'a étonné aux deux derniers congrès, c'est que dans les facultés ou au sein de l'organisation, c'est qu'il y a une association des commerçants espérantistes qui font du commerce. Et notamment cette association qui a été créée par les Européens, maintenant, le président, le secrétaire général, le trésorier sont tous les trois chinois. Et ils poussent très fort la route de la soie. Il y a une corrélation. Non, il n'y a pas une corrélation, mais je veux dire par rapport à notre approche du monde. Voilà. Merci à chacun, chacune pour vos interventions.